Bonjour à tous et bienvenue dans notre cher podcast. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui s'appelle Esther Bois. Elle a créé une académie qui aide à investir dans l'immobilier sans les banques. C'est vraiment ingénieux et ça fonctionne. Elle pourra vous en parler. Mais je ne suis pas seule, je suis aussi accompagnée de mon partenaire Nicolas Lemaire avec qui nous animerons ce podcast. Esther, déjà, bonjour. Bonjour aussi. Et merci d'avoir répondu Merci présente à beaucoup l'invitation. pour l'invitation. Merci à vous deux. On est vraiment ravis de t'accueillir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et aussi nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu as fait pour arriver à là où tu es aujourd'hui? Alors, donc moi, je suis Esther Bois, je suis mariée, maman de 3 enfants. Je travaillais en banque. Je dis travailler parce que j'ai démissionné il n'y a pas très longtemps pour me consacrer à ma passion qui est l'immobilier. Et aujourd'hui, je dirige une académie de formation dans l'investissement immobilier, mais de façon assez particulière, l'immobilier sans les banques. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 personnes qui souhaitent se lancer dans ce type d'investissement-là. Parlons de mon parcours. Je viens de très, très, très loin. Donc, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France en 2014. Donc, ça va faire 10 ans maintenant. Donc, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait les études là-bas. Et puis, après ma licence 3, je suis venue en France. Donc, mon parcours là-bas, ça a été un parcours standard, comme toute jeune fille en Côte d'Ivoire. Ma famille n'était pas très très riche, donc fallait prendre le bus. Et quand je dis le bus, c'est pas comme le bus en France, hein. C'est le bus bien rempli. Le Sotra, là. Voilà, tu connais. Le bus bien rempli, bien bondé. T'es dedans. Parfois même ton pied ne touche pas le sol du bus. Oh my God. Je me rappelle qu'une fois, j'étais tellement coincée, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais j'ai même pas les sous pour prendre, chez nous on appelle ça les gbaka, les transports en commun. Les taxis, j'y rêvais même pas parce que c'était quasi impossible. Mais dans ces conditions-là, fallait aller à l'école, fallait étudier, ramener de bons résultats et surtout rester focus. Donc ça, c'est mon parcours en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivée ici, je me suis mariée en même temps. Donc, dès que je suis arrivée, j'étais enceinte. Merci, Monsieur Bois. Donc, il fallait gérer et les cours à la fac et ma maison et la grossesse. Et ce n'était pas du tout évident. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai fini major de ma promo en licence 3. Pourtant, j'ai fait toute l'année enceinte. Wow. Je me rappelle que je mangeais en classe. Je versais plein de bonbons comme ça. Mais bon, les profs ne pouvaient pas trop parler. J'étais enceinte. Mais voilà, c'est un parcours avec pas mal de dos d'âne, comme ça, on va dire. Mais voilà, il n'y a aucun parcours qui est lisse. Et puis, je pense que c'est tout ça qui fait la force des résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, tu as été en banque et maintenant, tu es dans le domaine de l'immobilier. C'est ça. Tu peux nous parler justement maintenant de ton activité dans ce domaine-là, de l'immobilier ? Alors, j'ai été en banque de façon très naturelle. J'ai fait des études en économie-gestion, un master 2 en monnaie, banque, finance, assurance. Donc, de façon très logique, j'ai fait un stage en banque, une alternance, un CDD, un CDI. Et puis, à un moment donné, je ne me sentais plus à ma place, en fait. Je trouvais que ça devenait de la routine, c'était la même chose. Et en banque, c'est très segmenté. Donc, tu fais la même tâche tous les jours et je ne voyais plus la valeur ajoutée que j'apportais. Et en temps, j'avais commencé à investir dans l'immobilier. Donc, j'avais acheté un premier bien, un deuxième, un troisième. Et puis après, j'étais bloquée par la banque parce que j'avais atteint ma capacité d'endettement. Le problématique du moment. Exactement. Mais comme l'immobilier, ça rapporte beaucoup, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher sur Internet, est-ce qu'il y avait d'autres alternatives au financement bancaire? Et c'est là que j'ai découvert la méthode que je partage aujourd'hui. Ah, alors du coup, tu peux nous en dire davantage, parce que justement, ça intéresse. Donc, aujourd'hui, quand on veut investir dans l'immobilier, on se dit tout de suite, j'achète un bien, je le mets en location. Mais il n'y a pas que ça.
Et pour acheter un bien aujourd'hui, il faut avoir une très bonne situation, il faut avoir de l'apport, il y a les taux d'intérêt de la banque qui ont augmenté, les prix de l'immobilier ont augmenté, ce qui va fermer un peu la porte à beaucoup de personnes. Par exemple, quelqu'un qui est indépendant, il a les moyens, mais vu qu'il n'a pas de CDI, parfois la banque va faire un peu... voilà. Donc, toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans ces cas-là ont une difficulté commune, l'accès aux prêts bancaires. Donc, si on enlève l'achat de l'équation, il n'y a plus besoin de financement. Donc, on s'est dit, au lieu d'acheter et mettre en location, on va louer et remettre en location. Donc, c'est tout simplement de la sous-location professionnelle. Ça, c'est autorisé parce que c'est vrai que souvent, on a tendance, on a toujours entendu, moi le premier, que la sous-location, c'était illégal. C'est ça, tout le monde pense que c'est illégal. Pourtant, on peut faire de la sous-location de façon professionnelle, parfaitement légale. D'accord. Alors, comment ça fonctionne, justement, pour être dans la légalité ? Donc, je suppose que ma chère Tocine est propriétaire d'un appartement, on va dire un T2 à Nanterre, bien situé, proche de la gare, qu'elle loue à 1 000 €. Donc, moi, je vois Tocine, je lui explique mon activité, donc je deviens locataire de Tocine. Donc, chaque fin de mois, je te garantis ton loyer 1 000 € par mois. Si je suis trop gentille, je te dis, allez, je fais 1 050 € parce que je vais faire mon business avec, tu vois. Donc, toi, tu es tranquille, tu as affaire à un locataire qui est professionnel, qui te garantit ton loyer, tout le monde est content. Et moi, vu que j'ai ton autorisation pour sous-louer le logement, je vais le mettre en location courte durée sur Airbnb, Booking.com. Donc, c'est comme si je te loue au mois et je reloue à la nuitée. Donc, comme si j'achète en gros et je revends en détail. Et c'est justement sur cette différence-là qu'on va faire les marges. Donc, si je fais ma nuitée, par exemple, à 100 €, que j'ai pu louer 22, 23 nuits dans le mois, ça me fait à peu près 2 300 €. Je te verse tes 1 000 €. Je paye mes charges, électricité, etc. Le reste, je vous laisse faire le calcul. Du coup, il faut combien de biens pour que ce soit rentable, pour que ce soit intéressant ? Comment c'est ce modèle ? Comment fonctionne ce modèle ? Déjà, sur le premier bien, on est rentable. Parce que justement, dans mon académie de formation, je montre aux gens comment faire une étude de marché pour avoir des biens rentables. Donc, avant de prendre le bien de Tocine, j'ai fait mon étude de marché et je sais, par exemple, le taux d'occupation que j'aurai. Je sais le prix moyen auquel je peux louer. Et si ce n'est pas rentable, je ne le prends pas. D'accord. Donc, aller sur un T2 en Île-de-France, on peut aller jusqu'à 500, 600, 700 € de marge nette. Par mois. Par mois. Net. Donc, c'est ça. Et après, quand tu as le premier appartement, bah, tu sais faire, tu sais comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est de dupliquer autant que possible. Et comment tu as eu cette idée, justement, en passant de... Parce que j'imagine que l'univers bancaire t'a donné des leviers et des indications pour savoir quelles étaient les indications financières. Mais comment tu as eu cette idée ? Alors, toi, tu as dit que tu avais 3 appartements. C'était pour ça que tu voulais trouver d'autres alternatives ? Alors, j'avais 3 appartements. Enfin, j'ai 3 appartements où je suis propriétaire. Mais le fait est que je ne pouvais plus continuer dans cette méthode d'investissement parce qu'il y avait maintenant des facteurs externes qui ne dépendaient pas de moi, c'est-à-dire la capacité d'emprunt qui est fixée par la banque. Et du coup, vu que je voulais continuer dans l'immobilier, je me suis dit, faut absolument que je trouve d'autres méthodes. Donc, si je ne peux pas acheter, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Après, cette méthode-là, je ne l'ai pas inventée. Ça existait déjà, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que ça se fait de façon légale. Donc, c'est un gros marché à explorer, quoi. Oui, c'est vrai que méconnu. Moi, je ne connaissais pas. En tous les cas. Mais les Airbnb, c'est de plus en plus contraint. Ouais, c'est ça. Oui, ils ont réduit le nombre de nuitées. Tu parlais du nombre de nuitées. Alors, ils ont passé de 67 à 40, je ne sais plus combien. Alors, il y a une réglementation qui est en train d'être très corsée dessus. Par contre, ça concerne plus les propriétaires qui font de la location courte durée. D'accord. Donc, si toi, en tant que propriétaire, tu mets ton appartement en location courte durée, habituellement, tu pouvais le louer maximum 120 jours dans l'année. Ça part de la définition de la résidence principale où tu es censé habiter au moins 8 mois dans l'année. Donc, les 4 mois qui restent, ça fait 120 jours. Et aujourd'hui, les mairies ont la possibilité de faire passer ces 120 jours à 90 jours.
Mais ça concerne les propriétaires en tant que personnes physiques. Physique. Ah oui, Mais donc nous, ça ne compte. Voilà. D'accord. Nous, en tant que société de sous-location, on n'est pas du tout concernés. Donc, qu'on fasse passer à 20 jours, ça ne nous concerne ça pas. ne nous concerne pas. Donc, c'est aussi le subterfuge, on va dire, de cette activité-là. Et c'est quoi les obstacles que tu as dû surmonter? Parce que j'imagine que, même si c'est un modèle qui existe, mais les gens ne connaissent pas, c'est quoi les obstacles que tu as dû... Les obstacles, il y en a beaucoup. Un premier obstacle, mais principal, c'est d'arriver à convaincre un propriétaire. Parce que les gens me disent, pourquoi le propriétaire ne ferait pas lui-même? Oui, c'est ça. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a que ça n'intéresse pas. Donc, convaincre le propriétaire, c'est lui montrer l'intérêt qu'il a à travailler avec toi. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, je dis toujours à mes élèves, sur 100 propriétaires que vous allez contacter, il y en a peut-être 10 qui seront favorables, 2 qui vont vous dire oui, et vous allez peut-être choisir un. Donc ça, c'est un exercice à faire. C'est de la négociation, c'est de la persuasion, c'est maîtriser son activité, pouvoir l'expliquer à quelqu'un et lui montrer tout l'intérêt qu'il a. C'est surtout éduquer les gens à ça, parce que c'est vrai que quand tu l'expliques comme ça paraît simple, mais sur le concret, c'est vrai que ça peut paraître assez abstrait. Hein. Ouais. Moi, c'est plus la gestion au quotidien. C'est quand même c'est une charge de travail où ça s'automatise. Alors, tu sais, moi, j'aime pas faire... je dis comme ça, je suis un peu fainéante, tu vois. J'essaie d'automatiser et de déléguer un maximum de tâches. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a des entreprises de conciergerie qui peuvent gérer l'activité pour toi, c'est-à-dire l'exploitation. Après, ils te prennent 20% du chiffre d'affaires. C'est ce que j'allais te dire. C'est finalement, tu réduis quand même ta marge. Exactement. Ça, c'est une option. Deuxième option, tu travailles avec tes propres femmes de ménage. Tu automatises tout ce qui est message aux voyageurs. Tu vois, quand tu réserves un Airbnb, dès que tu réserves, tu reçois un message. Merci d'avoir réservé et tout. C'est un message automatique. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit, tu vois. Bien sûr. 24 heures avant ton arrivée, tu reçois un message avec tous les codes. Tout ça, c'est automatisé. Donc, ça fait que finalement, je ne dis pas que tu ne vas rien faire. Hein. Si le voyageur a des demandes particulières, tu pourras y répondre, mais le process peut être bien automatisé. Avec ton académie, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire ou un truc qui s'est passé et puis tu t'es dit, mais c'est quoi ça? Une anecdote et surtout comment on fait pour résoudre ce genre de situation? Alors, justement, ça concerne comment convaincre le propriétaire. Ouais. Nous, on a plusieurs stratégies. Chacun y va au feeling en fonction de ce qui passe. Il y en a qui vont contacter les propriétaires par message, par texto. Il y en a qui se sentent à l'aise au téléphone. Et il y en a qui prennent le pari d'aller sur place directement. Ah ouais. Mais le truc, c'est que les propriétaires, ils ne savent même pas que c'est légal la sous-location. Donc, quand tu débarques à la visite et c'est là que tu expliques, il faut vraiment être convaincant. Tu vois. Il y a une qu'ils ont chassée. Ah, carrément. Dehors, madame, dehors. Mais comment tu arrives à trouver les propriétaires? Parce que finalement, c'est ça. On a des sites sur lesquels on va les chercher. D'accord. Des sites d'annonces. C'est quoi alors qui te motive aujourd'hui? Parce que là, j'entends que tu as une académie. C'est quoi qui te motive? C'est quoi tes valeurs, ta vision là-dessus? Ah, moi, première vision, le partage. Le partage. J'estime que quand on a une richesse, quand je dis richesse, c'est vraiment très symbolique, hein, qu'on l'a pour soi, ça reste pour soi. Mais dès qu'on commence à partager, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la richesse ne va pas diminuer, mais ça va s'accroître parce qu'elle va impacter plusieurs autres personnes. Donc, si aujourd'hui, j'ai une richesse que je partage à vous deux, on sera 3 à avoir cette connaissance, cette richesse-là. Donc, moi, l'une de mes valeurs principales aujourd'hui, c'est le partage, raison pour laquelle j'ai créé cette académie où je partage toutes ces informations, mais vraiment avec générosité et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et l'académie, donc tu les partages avec des élèves. C'est quoi le profil des élèves qui viennent à ton académie? Alors, on a tous les profils. On a des jeunes, on a des salariés, on a des entrepreneurs, on a des retraités. On a, tu sais, des mamies de 69 ans, 70 ans, et elles sont motivées. Hein. Ah ouais. On a vraiment tous les profils. Et comment on a connaissance de ton académie? Comment s'appelle-t-elle déjà? Elle s'appelle l'Académie de la sous-location professionnelle. Et sur les réseaux, c'est Esther Bois Consulting. Très bien. Donc, je fais très souvent des masterclass en live, en ligne, où pendant 2 heures de temps, j'explique aux gens
le principe du business, comment ça marche, qu'est-ce que ça demande, quels sont les avantages, les inconvénients, mais vraiment tout. Et ceux qui sont intéressés, ils ont un entretien pendant lequel on voit leurs motivations, leurs objectifs. Et si on peut les accompagner, on les fait intégrer l'académie. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai des questions par rapport à toi, ta vie d'entrepreneur. Comme tu nous l'as dit, tu es quand même maman avec 3 enfants, tu es très active sur les réseaux. Comment est-ce que tu fais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi quand tu étais auto-entrepreneur et comment tu es arrivé à là, mais pas ton activité, mais toi, gestion de ta vie, les risques, embaucher les gens, comment ça s'est passé, tu vois, un petit peu ça, quoi. Alors, il y a tellement d'histoires à raconter dessus. J'imagine. Alors, je me rappelle qu'au tout début, quand je suis arrivée en France, j'ai dit à mon mari, mais ici, là, il n'y a pas de... Tu sais, chez nous, on appelle ça les gobos, tu vois. Non, même pas ça. Tu sais, tu as toujours de petites activités que tu fais à côté. Moi, par exemple, à la fac, au pays, je me rappelle que je vendais des gâteaux en classe. Ces gâteaux étaient tellement bons. Et en amphi, on était, je crois, 1000 étudiants en amphi. Donc, quand j'arrive, je vends la première, la deuxième rangée. Les autres rangées n'ont pas parce que c'est fini. À ce point-là? À ce point-là. Et il me disait, quand tu reviens demain, tu commences de l'autre côté. Et j'arrivais même plus à porter, tu vois. Donc, j'avais tout le temps des petits trucs à faire, tu vois. Donc, quand j'arrive, je demande à mon mari, je dis, mais en France, ici, là, vous allez juste au travail. Tu peux pas faire ça, ouais. Voilà, tu vois, il n'y a pas le temps. Et il me dit, ah, bah, tiens, tu peux donner des cours à domicile. Je dis, ah, pas mal. Vu que je le faisais déjà en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu, je crois, 3-4 élèves. Et j'ai commencé à donner des cours. Donc, je quitte à la fac enceinte, hein. Je finis les cours, je reste bosser un peu. Après, je passe, je donne mes cours à domicile. Tu donnais quel type de cours à domicile? Mathématiques à une élève de 5e. Je faisais économie première. Et puis, je crois mathématiques 4e également. Oui, donc tu chômais pas. Non. Donc, il y a eu ça. Et puis après, dans ma vie de maman, comme je disais, c'est pas évident. Chez nous, tu sais, en Côte d'Ivoire, on a des nounous très facilement. En plus, tu as toujours une tata, une cousine qui est à la maison pour aider. C'est vrai qu'en fonction des pays, en fonction des cultures, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Et c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué. Individuel. Donc ici, il faut tout gérer. Sans oublier la charge mentale qu'ont les femmes dans les maisons. Donc à chez nous, en tant qu'Africaine, quoi qu'on dise, quand on doit manger, je pense que partout, maman, on mange quoi ce soir? Je sais pas, moi. Ah, c'est pas typiquement qu'africain. C'est partout. Partout. Maman mange quoi? Oui, faire à manger, c'est moins pénible que réfléchir à ce qu'on va manger, tu vois. Donc, il y avait cet équilibre-là à trouver entre ma vie d'étudiante à l'époque, entre ma vie d'entrepreneur aussi pour ce que je faisais, entre le mari à gérer, entre les enfants et tout, c'était pas du tout évident. Et tu avais ton CDI. Parce que tu ne l'as pas lâché pendant longtemps. Oui, pendant longtemps. Et donc là, tu as lâché depuis peu. Donc j'imagine que l'activité est vraiment à temps plein. Et surtout, là, tu vis pleinement de ton activité. Et tu t'es dit à un moment donné, justement, c'est trop dur, je vais lâcher? Ou tu t'es toujours dit, de toute façon, peu importe, ça va fonctionner, j'en suis quasiment sûr? Alors, moi, j'ai fait un gros pari quand j'ai démarré. Je me suis dit, je pars de zéro. J'avais même pas de compte Instagram, j'avais aucune page Facebook à part mon profil personnel. Au moins, c'est bien, tu pouvais pas faire d'erreur. Rien du tout. Je me suis dit, au pire, ça marche pas, je m'en fous. Je reviens à la case zéro. Et au mieux, ça marche, tu vois. Donc, certes, il y avait cette peur-là de l'inconnu. Mais je me suis dit, si je tente rien, j'aurai rien. Donc, j'ai foncé tout de suite, quoi. Mais tu arrivais à avoir ton CDI, gérer ton académie, gérer tes 3 gosses, ta vie maritale. Je sais que tu es quand même impliquée dans ta communauté chrétienne. Ça va ça... Alors, je vais être honnête avec toi. Ça empiète sur d'autres à un certain moment. On n'a que 24 heures, on ne peut pas tout faire. Donc, parfois, je vais balancer les enfants devant la télé, dessins animés, pour faire une réunion, tu vois. Parfois, je vais annuler des réunions parce que faut que je m'occupe de mes enfants. Parfois, les gens rentrent, le repas n'est pas encore prêt. Désolée, je termine rapidement, tu vois. Donc, à un moment donné... Voilà, il y a certains aspects qui seront pas top, mais voilà, on essaie de trouver l'équilibre. Après, j'ai un mari qui est formidable, il met la main à la pâte. Donc, je pense que ça aussi, ça m'aide vraiment. Est-ce que tu peux t'adresser à ces jeunes femmes-là qui
peut-être qu'elle veut aussi dégager un revenu à côté, donc avec la sous-location ou peut-être lancer un petit business, mais qui pense, moi j'ai 4 gosses, j'ai un CDI, j'ai un engagement associatif, c'est mort, je peux pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, je leur dirais que dans la vie, pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus, il faut poser des actions que tu n'as jamais posées. Il y a des sacrifices que tu vas devoir faire. Je me rappelle que quand j'écrivais mon livre, il fait 250 pages. Je l'ai écrit en 45 jours. Et le truc, c'est que écrire le livre en 45 jours, j'ai que 24 heures. Et j'ai toujours toutes les autres choses à faire. Et tu l'as écrit du début jusqu'à la fin? Du début jusqu'à la fin. Donc, je me suis dit, soit j'écris pas le livre, soit je trouve du temps. Je ne sais où, mais il faut que je trouve le temps. Donc, j'étais obligée de me lever à 4 heures pour écrire jusqu'à 7 heures. Donc, 3 heures de temps dans la journée, enfin le matin, parce qu'après, j'avais plus le temps. Donc, à ce moment-là, j'ai dû sacrifier une partie de mon sommeil. Donc, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Est-ce que ça sera une partie de ton épargne pour investir en toi, te former par exemple? Est-ce que ça sera des heures de sommeil pour te lever, apprendre d'autres choses, faire un autre business? Est-ce que ça sera des amitiés à mettre entre parenthèses pour le moment? À toi de voir ce que tu peux sacrifier en griffe pour justement avoir de nouveaux résultats. Mais c'est possible. Et c'est quoi les plus gros stéréotypes mal entendus que tu as pu entendre justement par rapport à cette activité? Parce que j'imagine que tu as dû en entendre beaucoup. Oui. Alors, il y a plein de personnes, de propriétaires qui vont me dire « Ah non, c'est illégal, c'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi. » Imagine. Tu dis « Mais laissez-moi. » Ah non, je veux rien entendre. Voilà. Après, d'autres stéréotypes que j'entends d'élèves de l'académie, très souvent, c'est « je suis noire, je suis une femme et tout ». Bon, moi, perso, ça me dit rien du tout. Je pense que l'argent n'a pas de couleur. Tant que quelqu'un a ses intérêts avec toi, il fait business avec toi. Donc, après, c'est des refus qui peuvent s'entendre. Hein. Il y a des gens qui te disent parce que tu es noire et parce que c'est ça? Alors, moi, perso, on ne me l'a pas encore faite. Mais il y a des gens qui ont des a priori. Oui, d'accord. Qui pensent que, voilà, parce qu'ils ont un petit accent et tout, ils ne vont pas avoir de logement. Mais souvent, parce que souvent si c'est au téléphone, tu sais, tu as l'impression que c'est téléopérateurs qui sont dans un autre pays. C'est ça. Et finalement, en fait, ils ne connaissent pas réellement ce qu'ils vendent. Et souvent, c'est un peu souvent... C'est ça. Donc, les plus gros stéréotypes, c'était ça. Après, d'autres stéréotypes, c'était plus dans le milieu du travail, en banque. On ne le dit pas, mais c'est très subtil. Après, c'est mon constat, mais j'ai vu très peu de managers, femmes noires ou même hommes noirs au sein de la banque. Au départ, ça m'avait un peu alertée. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être manager, mais je ne pense pas qu'ils n'aient pas envie d'être manager. Donc, est-ce que ça, c'est un blocage? Je ne sais pas. Mais le constat était que c'était un peu compliqué quand même. Il n'y avait pas beaucoup, quoi. C'est ça. D'accord. Et pendant ton activité, est-ce que tu peux nous parler d'un moment où il y a eu une crise, où il y a eu un truc, mais que finalement, tu as rebondi parce que c'était super la fête de l'académie qu'il y avait le mois dernier? Alors, moi, les rebondissements, j'en ai tout le temps. Tu sais, gérer 500 personnes dans un groupe, chacun a son caractère, chacun a ses humeurs. Entre ceux qui te disent « je suis découragée, j'abandonne, je ne fais plus ». Et là, tu supplies « s'il te plaît, reste, continue », tu vois. Je me rappelle qu'une fois, on avait séance de coaching. Et dans mon accompagnement, il y a les cours, il y a les coachings de groupe et il y a des coachings privés pendant 6 mois offerts. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vis ta life, tu vois. Prends autant de coaching que tu veux. Mais après 6 mois, ça devient payant. Donc, la dame, elle a fini ses 6 mois. Et au lieu de m'écrire en privé, elle dit dans le groupe pendant la séance de coaching, « J'ai besoin d'aide, ça ne va plus, je n'ai plus d'argent pour prendre les coachings. » Et du coup, elle fait pitié. En mode, Esther, aide-moi. Et du coup, tout le monde me regarde. Qu'est-ce que je fais? Prends otage. Du coup, je lui dis... Tu vois là ce que tu es en train de faire, tu me mets dans un dilemme parce que si je t'offre la séance de coaching, les autres vont venir me voir, m'expliquer tous leurs problèmes. Si je te dis non, je vais passer pour la méchante, en gros, elle n'a pas voulu. Tu aurais pu m'écrire inbox et puis on allait trouver la solution. Donc, des cas comme ça où il faut écouter les gens parler, il faut faire attention à la sensibilité de telle personne. Dans la gestion des relations humaines, il y en a tout le temps.
Et je pense que dans le métier que je fais, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'écoute pour ne pas heurter Dans les gens. ton académie, les gens restent combien de temps? Déjà C'est de à base. vie, accès à vie. D'accord. Et sur 10 personnes, combien vont au bout alors de cette académie Alors, et ont des résultats? on va dire entre 25 et 30%. 30%, donc Ouais. 3 personnes sur 10, ce qui est C'est plutôt ça. acceptable. C'est ça. D'accord. Et les autres se découragent pour Alors, plein de il raisons. y en a qui vont se décourager, il y en a qui n'ont plus le budget pour continuer, il y en a qui sont en sous-marin, comme on dit, on ne les entend pas, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, on prend des nouvelles, je suis malade, je reviens, etc. Voilà, ça fait partie du parcours Alors, d'investisseur. ce podcast n'est pas sponsorisé, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même combien ça coûte, quand même. Alors moi, je ne dis pas mes tarifs publiquement. C'est un Alors, choix. Parce que comment on sait, si par exemple certaines personnes sont intéressées pour venir dans ton académie, comment ils peuvent savoir? Alors, ils me contactent via les réseaux sociaux. Je les invite à la conférence que j'organise. Je leur explique d'abord l'activité. D'accord. Après, il y a un budget global à prévoir. On est sur du 10 000 €. Formation, lancement du premier bien, tout compris. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, pendant l'entretien, on va détailler le budget de 10 000 €. Dans les 10 000 €, il y a tel montant pour l'accompagnement, tel montant pour créer ton entreprise, tel montant pour ton premier bien, etc. D'accord, très bien. Donc c'est un accompagnement sur le très long terme. C'est ça. C'est ça, d'accord. C'est quoi tes influences, toi, personnellement? Parce que tu es très enthousiaste, tu vas de l'avant, on voit que tu connais ton sujet, mais il y a forcément des choses aussi qui te permettent aussi de te dire j'ai un mentor, ou j'ai un livre, ou j'ai des choses qui m'intéressent et qui me permettent de progresser, évoluer. Alors, pour tout vous dire, je ne vais pas vous faire ah oui, père riche, père pauvre et tout. Je l'ai lu, hein, je l'ai lu. T'aurais pu, ouais. Tu vois. Trop Mais gros tu sais, c'est le classique, là. truc des entrepreneurs. Exactement. J'ai lu Père riche, Père pauvre. C'était super intéressant. Mais le livre qui m'a bouleversée, c'était L'autoroute du millionnaire de M.J. de Marco. Ah, je connais pas celui-ci. Ah, il faut que tu le lises. J'en ai entendu parler, mais Il je faut l'ai pas que tu encore le lu. lises. Ouais. En fait, comment je l'ai découvert? J'allais justement à la FNAC acheter Père riche, Père pauvre. Et c'était juste à côté. Ah, juste à côté. Donc, d'accord. je regarde le résumé et dedans, il est en train de tacler Robert. Je dis, mais il a de l'audace, celui-là. C'est quand même Père riche, Père pauvre. Et du coup, je me dis, OK, je l'achète. Quand je finis, j'achète Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, finalement, je l'ai écouté en audio sur YouTube. Ouais. Mais c'est un livre qui... Ah oui, qui bouleverse. Ah Ça t'a oui, bouleversé? oui, Et tu l'as clairement. mis en pratique? C'est des choses que tu... Tout de suite en même temps. après? Tu peux nous dire, par exemple, un truc Ouais, que tu as c'est appris avec ça. ce livre En fait, qui- il te parle des 5 piliers d'enrichissement et il te parle de la voie lente pour aller à l'enrichissement et la voie rapide et la voie des piétons. Et en gros, il t'explique que le CDI, le salariat, après, il prend parti, il se positionne. Il te dit que le CDI, le salariat, c'est la voie lente. Tu peux être dedans, tu vas devenir riche un jour, mais peut-être à 70 Oui. ans, où tu Peut-être seras pas. tout cassé, tout fatigué. Ou bien tu peux utiliser des piliers d'enrichissement qui te permettent d'aller vite. Donc, il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a les franchises, par exemple. Il dit, tu peux faire une entreprise, mais reste pas juste là dans ta zone de confort challenge, aussi, tu vois. hein. Il faut exporter ta marque et quand tu te déploies avec une telle échelle, ça te permet d'aller plus vite. Et je crois qu'il y avait l'e-commerce aussi. Et c'est comme ça que moi, j'ai choisi l'immobilier. J'ai Ah, donc commencé. c'est aussi dû à ce livre aussi que tu as fait maintenant Exactement. l'académie. C'est que ce tu as. livre-là qui a tout lancé. Tu as d'autres références? Alors, d'autres références, pas vraiment. Après, j'ai un livre que j'adore, la Bible. Ça peut paraître bizarre, mais dans ce livre-là, dans mes moments les plus bas où j'ai envie de tout abandonner, de tout laisser, je cours chercher des versets dedans et j'avoue que ça fait du bien, ça réconforte quand même. Très bien. Moi, je veux revenir sur la partie où tu viens pas forcément d'une famille qui était riche. Et il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui parfois disent « Ouais, ça c'est pour les autres. Elle y est arrivée, mais pas moi. » Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là par rapport à ça? Ah, si moi je me remets dans la Esther d'il y a 10 ans et qu'on me dit que j'allais faire tout ça, j'allais gifler la personne. Non, mais clairement, Ouais, clairement. tu aurais pas cru. Jamais de la vie. Mais vraiment, au grand jamais.
Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Bobo. C'est un quartier populaire. Mais vraiment, tu vois. Quand je te dis que je prenais le bus pour aller à la fac, c'est en gros, tu y vas, tu as quelques sous pour manger, tu reviens, tu es fatigué, tu es claqué. Donc, de cette situation-là à aujourd'hui, je pense qu'il y a eu déjà une vision, un rêve. Après, moi, je suis très optimiste, hein. Je me dis, voilà, la vie est belle, il y a des problèmes, mais tout dépend de comment tu appréhendes les choses. Au lieu de me morfondre, je préfère rêver, être dans ma bulle et surtout me donner les moyens de. Donc, quand je suis en train de travailler, je ne compte pas mes heures. Tant que je n'ai pas fini, je suis dessus. Parfois même, j'arrive, mon mari me dit, mais dors. Je dis, je n'ai pas fini. J'arrête pas quand je suis fatiguée, j'arrête quand j'ai fini. Et quand tu te mets cette rigueur-là, que tu travailles, les résultats payent à tous les coups. Ouais, je suis d'accord. Moi, parfois, je me souviens, parce que quand je suis habitée par un projet, je suis une fonceuse et je me souviens qu'un jour, je crois qu'il était 19h et je me disais, mais pourquoi je me sens faible comme ça? Ah, c'est vrai, depuis 7h du matin, j'ai pas mangé. C'est tellement que tu es concentré dedans. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es visionnaire comme ça, les choses changent. Donc, je pense que pour ces personnes-là, c'est lance-toi dans un projet. Bon, sois équilibré, hein, mais sois avec cette mentalité de j'arrêterai pas jusqu'à ce que j'y arrive et j'ai rien à perdre en fait. Et justement sur cette vision, c'est quoi l'héritage que tu voudrais que les gens que tu voudrais laisser ou construire? Alors déjà quand je vois ma petite fille aujourd'hui prendre mon téléphone en bonjour, ici Esther Bois, je fais de l'immobilier sur les mots. Ah, je suis tellement fière. Ah bah, fait du mimétisme, le reproduit. Elle s'appelle Mini Esther Bois. Je suis tellement fière de voir qu'aujourd'hui, déjà à 9 ans, elle commence à développer ces valeurs-là de travail, de ne pas se contenter de ce qu'elle a, de toujours réfléchir. Et ma fille, elle est très smart. Quand elle voit un truc, comment est-ce qu'elle peut développer ça? Comment est-ce qu'elle peut monétiser ça, tu vois? Elle me vend des trucs à moi, tu vois? Ah ouais, elle a appris l'esprit de et sa mère. ça, déjà pour mes enfants, c'est d'être un modèle de réussite pour eux et leur dire qu'en fait, à ma fille, tu peux tout faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir autant d'argent que tu veux. Il faut juste y penser et travailler, ne rien lâcher, ça va le faire. Et au monde entier, aux femmes qui nous regardent, les femmes ont tellement de potentiel. Je m'adresse spécifiquement aux femmes. Vous avez tellement de capacités, mais vraiment. Prenez juste conscience de ce que vous voulez vraiment et ne laissez personne, je dis bien personne, vous dire le contraire. S'il le faut, battez-vous contre le monde entier, mais réalisez vos rêves. Parce que quand vous ne serez plus sur cette terre, les gens vont vous oublier. Ils vont peut-être parler de vous pendant 1 an, 2 ans, mais après, c'est fini. Et tu vas aller dans ton tombeau avec tous tes rêves, avec toutes tes capacités, avec tous tes projets. Je pense qu'on va bientôt entrer dans une nouvelle année. Il faut vraiment t'asseoir et te dire qu'est-ce que je veux pour moi. Très souvent, on va s'occuper des enfants, de la maison, de plein de choses et on s'oublie. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre ta vie en main, faire ce qu'il faut et c'est sûr qu'il y aura les résultats. C'est vrai qu'on dit ça souvent. Moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'a changé. Il disait que la plus grosse prison dans laquelle on peut se trouver, c'est ce que les gens vont dire. Et c'est vrai que souvent, surtout les femmes, les hommes, je pense qu'ils ont une capacité à lâcher prise plus facile. Ouais. Et quand tu sors de cette prison, tu te rends compte que tout est possible, au fait. C'est ça. Et c'est plus tu commences à vivre en accord avec ce que tu as dans ton cœur que tu commences à être une source d'inspiration et de bonheur pour les gens autour. Et qu'est-ce qui te tient à cœur alors aujourd'hui? Quel l'objectif tu veux atteindre? Tu sais, on parle souvent des objectifs à 1 an, 3 ans, 6 ans. Je ne vais pas te le faire, évidemment pas. Mais tu as compris l'idée, en tout cas, de cette vision? Qu'est-ce qu'il en est? Mon plus gros objectif aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, et je t'inviterai même à le faire aussi, c'est d'inviter tous les membres de la diaspora africaine, partout dans le monde, à revenir sur le continent.
Parce que c'est le continent de l'espoir, de l'avenir. Tout le monde le voit aujourd'hui. L'Afrique est en pleine croissance. Oui, le changement de l'Afrique, tu veux dire. Exactement. Donc, après, c'est un appel à tout le monde aussi. Je m'adresse vraiment à tout le monde. L'Afrique est le continent de l'avenir. Il y a plein de choses à faire là-bas. Ici, en Europe, on a déjà tout fait. Tout est déjà quasi fait. Là-bas, c'est un terrain vierge. Il y a plein de choses à faire. Donc, c'est vraiment de leur faire passer ce message-là. Revenez. Après, c'est pas forcément venir s'installer, mais peut-être y investir et puis... tu parles du continent africain en général ou certaines parties d'Afrique En général. En général. Bon, après, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Ah oui. Bien évidemment. Voilà. Non, c'est génial. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, pour te contacter, comment on peut faire ? Alors, je laisserai le numéro de l'académie. Donc, c'est le 06. Alors, non, on va pas donner le numéro ici. Ok. Mais on va refaire cette partie-là. Voilà, on va refaire, tu donnes tes réseaux sociaux. Ouais, D'accord, en fait, ok. te dire Ouais. pour retrouver l'académie, allez sur www, etc. Mais en fait, les informations, vu qu'on va les redonner, tu sais, dans la description, parce que sinon ça fait trop, tu sais, marchandage, si tu dis pub. ton nom, le réseau, ça va le faire. Si on doit te contacter, comment on peut faire aujourd'hui ? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube, Esther Bois Consulting. Alors, Bois, c'est B-O-U-A et Consulting. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. J'avais une question, tu la réintègres. Vas-y, on va la réintégrer. Donc aujourd'hui, on va parler de ton équipe avec l'entreprise. Vous êtes combien et comment est-ce que tu as réussi à gérer ? Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont peur de déléguer. Comment est-ce que toi, tu gères ? Tu me parlais de beaucoup délégués, moi aussi, je suis comme ça. Mais je suis sûre qu'il y avait un avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors, moi, j'ai démarré toute seule. J'étais seule. Et puis, à un moment donné, quand tu veux scaler, tu es obligé de déléguer. Donc, aujourd'hui, moi, je travaille plus avec des freelances qui sont partout dans le monde. Donc, il y en a au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, ici en France. Et c'est des indépendants avec qui à Madagascar aussi. Ouais. C'est des indépendants avec lesquels je travaille. Ce sont des jeunes très dynamiques, très professionnels, passionnés aussi. C'est pas toujours évident, mais ça se passe très bien. Ouais, parce que tu parles de scaler ta boîte. Donc j'imagine que en marketing, tu as l'air de t'y connaître suffisamment. Comment tu as acquis alors toutes ces compétences Alors, franchement, la partie marketing, moi, je suis pas marketeuse. J'ai délégué entièrement à une agence marketing qui s'occupe de tout. D'accord. Et donc, la performance, et comment tu arrives à recruter des gens justement en dehors de la France et te permettre de te dire c'est les bonnes personnes ? Parce que c'est vrai que déjà que c'est compliqué, alors que des personnes peuvent être à côté de toi. Alors j'imagine dans d'autres pays. Alors, moi, je fonctionne sur recommandation et test. Recommandation et test. C'est-à-dire, on me recommande quelqu'un, je teste. Dans la plupart des cas, ça marche parce que c'est de bonnes personnes qui recommandent. Et puis, il y a toujours des ajustements. Il y a toujours des fois où ça ne va pas. Il faut bien recadrer, il faut former les personnes et surtout bien communiquer ta vision. Qu'est-ce que tu veux ? Et que ces personnes-là soient alignées, aient les mêmes valeurs que toi. Une personne peut être très bonne, performante, mais si on n'a pas les mêmes valeurs, on va se prendre la tête pour rien. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces indications. Merci à vous deux. C'est maintenant terminé du podcast Survivor. Merci d'avoir participé à cet épisode et puis merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas surtout de liker, de mettre la cloche évidemment pour suivre l'actualité et de commenter. C'est évidemment l'algorithme à nous mettre en avant. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.